Chers amis, bonjour. On a aujourd'hui le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série vidéo Heads Up sur le magazine Les Rabilleurs et donc sur notre chaîne YouTube qui porte le même nom, c'est plutôt simple. Et on a aujourd'hui le plaisir immense de recevoir une star internationale de l'horlogerie qui s'appelle Eleonore Picciotto. Coucou Eleonore. Bonjour Nicolas. C'est un plaisir vraiment de t'avoir ici. J'aime cette description. C'est beau ou pas? Magnifique. Voilà, magnifique. Et tu mens déjà à ton audience, c'est ça qui est bien. Je sais, je mens. Star internationale en devenir, entre guillemets. Je pense que c'est le cas parce que dès que j'ouvre Instagram, je te vois. Aux États-Unis, en Suisse, partout dans le monde. Tout ça, tu te clones. Et ça, c'est très très bon. Donc je t'ai donné un petit coup de cheveux, t'as fait tomber le foulard? Complètement, et accessoirement aussi, ça frottait contre le micro, ça faisait plein de bruit. Mais tu m'as donné quand même un petit coup de chaud, j'avoue, pour cette introduction qui est splendide. Le but aujourd'hui, c'est évidemment de vous parler de cette star internationale qui est Eleonore Picciotto, de vous parler un peu d'horlogerie féminine, ce que ça veut dire aujourd'hui, et vous donner aussi une information intéressante à la fin, vous faire une annonce plutôt sur un nouveau format qui va être développé sur le magazine Les Rabilleurs et surtout et principalement en vidéo avec Eleonore. Mais pour ça, il faudra attendre la fin de la vidéo, navré, il y a du suspense. C'est ça aussi qui donne de la beauté au monde dans lequel nous vivons. Pas vrai? Très vrai. Voilà, je parle beaucoup. On va commencer très simplement en te présentant. Alors, on sait que tu as un parcours horloger qui est très intéressant, qui est certes familial d'abord, mais aussi tu as développé tes propres goûts et aujourd'hui tu évolues pleinement dans ce milieu-là, dans le monde entier, et tu travailles pour plusieurs titres, et tu as aussi une vision qui est intéressante aussi pour ça, qu'on te voulait sur ce plateau YouTube. Donc si tu peux te présenter en quelques mots, ce serait magnifique. Quelques mots, gros challenge. Ouais. Alors oui, en effet, j'ai grandi dans l'horlogerie puisque mon père, fondateur de Chronopassion, s'appelle Laurent Picciotto, a été au démarrage de plein d'histoires. Donc c'est vrai que j'ai été bercée depuis ma plus tendre enfance à toutes ces histoires. Après mon bac à Paris, je suis partie m'installer aux États-Unis, pour lequel j'ai eu d'abord un diplôme de journaliste et ensuite j'ai travaillé pour Harry Winston. J'ai ensuite été télescopée à Genève pour intégrer la petite équipe à l'époque d'MBNF, avant de me rendre compte que penser, manger, dormir pour une seule marque, ce n'était pas ce qui fonctionnait pour moi. Et j'ai donc lancé mon propre média qui s'appelle The Eye of Jewelry, qui est donc spécialisé en joaillerie et par la force des choses en horlogerie joaillère, ce qui m'a permis d'ailleurs de développer pas mal de connaissances et notamment une sorte d'expertise sur tout ce qui tourne autour de la joaillerie, du féminin et de l'horlogerie pour femmes. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à l'horlogerie féminine, c'est vrai que c'est un terme qui a été un peu galvaudé dernièrement, au sens propre comme au sens figuré, à savoir que depuis, on va dire 5-6 ans, les grandes maisons, aussi bien des marques institutionnelles que des indépendants ou même des marques de joaillerie, se sont essayées à créer de l'horlogerie pour femmes. Mais horlogerie pour femmes, qui est cette combinaison qui pour moi me brûle les oreilles, à savoir des cadrans en nacre et des lunettes en diamant sur des boîtiers un peu plus petits. L'horlogerie féminine aujourd'hui, ce n'est pas ça, et c'est ce qu'on verra dans les prochains épisodes. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, on a de l'horlogerie qui a été pensée pour les femmes, mais beaucoup de modèles et beaucoup de marques aujourd'hui créent des modèles qui sont aussi bien pensés pour les hommes que pour les femmes, sauf que les assets sont créés pour une audience masculine. Et c'est là où je pense, comme tu disais, avec mon approche un peu différente, fait qu'aujourd'hui on peut tout porter, il faut simplement comprendre, essayer et savoir que ça existe en fait. Complètement. Et est-ce que tu trouves aujourd'hui que les marques ont évolué sur le message qu'elles envoient justement sur la distinction entre horlogerie masculine et horlogerie féminine, ou pas du tout, genre elles sont à côté de la plaque? Alors, je ne vais pas me fourvoyer, mais dans les grandes lignes, je pense qu'il y a eu un début de réflexion sur comment aborder cette problématique. Je pense que depuis quelques temps, il y a eu trop de travail fait pour... On a enfin réfléchi à une collection pour femmes. Audemars est un premier exemple, Chanel en est un deuxième, il y a plein d'autres marques, même Bulgari. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si par exemple, pour ne pas les citer, Bulgari, la Serpenti a été une collection qui a été vraiment remise au goût du jour et qui a été adoptée par toutes les femmes. En parallèle de ça, ils ont évolué avec la collection Octo Finissimo, mais aujourd'hui, une Octo Finissimo est sublime au poignet d'une femme. Je suis d'accord. Et pourtant, ils commencent seulement à construire des assets avec une femme qui porte une Octo Finissimo, mais ça reste un produit encore finalement très masculin. Donc ils essayent, c'est un exercice difficile parce que souvent limité en ressources, tu dois choisir ce dans quoi tu communiques et quels assets tu dois produire. Et donc du coup, il y a encore un peu de taf. Gros challenge, non mais c'est vrai que c'est un point particulier. Et toi par exemple, pour donner
ton ressenti, qu'est-ce que tu vas porter, qu'est-ce qui va te toucher quand tu vas avoir une montre, est-ce que c'est ce côté petit diamètre, est-ce ce côté plus grand diamètre, est-ce ce côté nacre par exemple, on peut apprécier le nacre dans un cadran sur plein de modèles différents, vers quoi tu vas te diriger toi personnellement? Alors pour moi la taille n'a absolument aucune espèce d'importance. Dans le sens où je peux pas porter une Must de Cartier qui fait 26 mm en passant par une Panerai qui en fait 44. Donc on est vraiment sur un scope. Après j'ai pas un poignet tout petit, donc je peux aussi porter des montres un peu plus grosses. Qu'est-ce que je vais regarder? Le design. Et quand je dis le design, c'est on n'est pas obligé de partir from scratch et créer un produit en de toutes pièces. Aujourd'hui, il y a des évolutions ou des modèles qui ont été déclinés. Et pourquoi cette année, ça me plaît plus que l'année d'avant? C'est purement personnel, c'est purement subjectif. Tout ce qui est un peu noir classique, j'avoue que c'est pas tellement moi. Après, avec le père que j'ai été biberonnée à des choses un petit peu plus avant-garde, rock'n'roll, décalé, mais ça ne veut pas dire pour autant que je peux pas porter une montre ultra classique, c'est juste que je la porterai pas habillée en classique. De toute façon, je suis rarement habillée de manière très classique. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui avec cette flambante chemise en soie bleue. Bleu, je sais pas quel bleu, mais en tout cas... Bleu turquoise. Bleu turquoise, c'est très beau. Exactement. C'est très beau. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que la femme d'il y a 20 à 30 ans, elle portait déjà, entre guillemets, enfin, elle se bornait pas au monde de femmes qu'on lui présentait dans les collections, dans les magazines, je ne sais où. Elle portait déjà, entre guillemets, des montres qui étaient décrites comme masculines à l'époque, où c'est quelque chose de très récent, voilà, par rapport à l'évolution de l'horlogerie, où elles se permettent aujourd'hui de le faire parce qu'on s'en fout en fait, on peut tout faire. Comment tu vois ça un peu sur l'évolution ces dernières années? Je pense qu'il y a 20 ans, les femmes ne savaient pas que l'horlogerie existait, dans les grandes lignes en caricaturant, que pour celles qui ont porté des montres, ou en tout cas pour les montres qui existaient, on était vraiment sur des petites montres ultra féminines, comme une D2 Dior, comme une Cadenat de Van Cleef, mais qui étaient vraiment des montres bijoux à quartz, qui étaient vraiment un accessoire de l'ordre, encore une fois, de la joaillerie plus que de l'horlogerie. Mais avec tout ce qui s'est passé ces 15 dernières années, il y a eu une accélération d'un point de vue féminin qui a été stratosphérique, parce qu'en fait, on est d'abord arrivé dans une ère où les femmes piquer la montre de leur mec, donc c'était facile de voir une Daytona au poignet d'une nana ou une Panerai ou même une Audemars il y a encore 15 ou 20 ans. Il y a eu, depuis cette appétence de la femme pour l'horlogerie, tout d'un coup, des mecs qui achetaient des montres à leur femme en disant tiens, ça les intéresse. Du coup, les marques ont commencé à créer des versions plus féminines de pièces masculines. Et c'est là où il y a eu un essor de cadrans en nacre, de petits boîtiers et de lunettes en diamant. Ce qui a sûrement fonctionné et il y avait une vraie démarche d'un point de vue commercial avec une value marketing. Moi, ça n'a jamais été mon truc. Et c'est vrai que derrière, comme ils se sont rendus compte que ça splittait finalement des clientèles, les marques ont commencé à réfléchir véritablement à créer de l'horlogerie féminine, à savoir des complications pour femmes, à savoir pas forcément des quartz. Ça pouvait être des mouvements automatiques à remontage manuel ou pas. Donc là, il y a commencé à avoir cette espèce de prémisse de l'horlogerie féminine comme on l'entend. Mais la vérité, c'est que ça intéresse quand même pas grand monde. Et pourtant, je suis une femme et pourtant, je suis dans l'horlogerie. Mais c'est vrai que pour avoir énormément de copines tout âge confondu, qui portent des montres. Aujourd'hui, elles font vraiment la distinction entre une montre quartz d'une montre mécanique, que ce soit remontage automatique ou manuel. Savoir que tu as des complications, on n'y est pas encore. Ça reste quand même encore le haut du panier, mais le haut du panier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que les marques font vraiment des exercices sur on est passé du très gros à du tout petit. Maintenant, tu peux porter une oversize de chez Vacheron Constantin avec le cadran panda qui vient de sortir, aussi bien pour une femme que pour un homme. Et c'est là où je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau et dans une ère hyper intéressante, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, sur un panel de produits hyper diversifié. C'est la question que j'allais te poser. C'est-à-dire que l'étape d'après, finalement, est-ce que c'est, ou elle arrivera peut-être pas à cette étape, hein, de savoir que les femmes s'intéressent vraiment à la complication, à la technique? J'espère qu'un jour, oui, mais je trouve qu'aujourd'hui, pour faire un parallèle, et c'est peut-être grâce à cette chaîne, grâce à cette émission qu'on arrivera à éduquer, je pense qu'il y a une vraie problématique d'information. Je parlais tout à l'heure des assets que les marques vont créer, ils vont
finalement, sans rentrer dans le truc de gender neutral, etc., finalement, tu as des assets qui sont pour hommes, tu as des assets qui sont pour femmes, et ils ne veulent pas réinventer la roue, et c'est quand même très compliqué de prendre des risques sur des assets de communication qu'ils vont utiliser toute l'année. Après, je pense qu'on tend vers quelque chose d'intéressant sur de l'éducation, où comme l'horlogerie aujourd'hui est devenue un sujet un peu plus mainstream, un peu plus sociétal, où ce n'est plus que les collectionneurs et les aficionados de montres qui vont s'y intéresser, la communication est un petit peu débridée et moins nerd horloger. Tu ouvres un magazine de montres, tu lis un article, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est du chinois. Bien sûr. Et on a tendance à oublier qu'il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent tous les jours à cette industrie, à cette belle industrie, mais on utilise du vocabulaire qui perd en fait les gens. Et quand tu parles d'un balancier, quand tu parles d'un rotor, quand tu parles d'un tourbillon, tout le monde va te regarder en disant « ouais, c'est cool, c'est impressionnant ». La vérité, c'est que tu demandes à 90% des gens de t'expliquer ce qu'est un balancier, un rotor ou un tourbillon, tu n'en as pas la moitié qui sont véritablement capables de t'expliquer à quoi ça sert. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut repartir un tout petit peu en arrière et arrêter de se faire passer pour un historien ancien horloger des complications chez Breguet, tu vois, et de repartir un peu sur, voilà, je ne m'adresse pas à un public d'enfants de 3e année de maternelle, mais j'ai besoin de faire comprendre quelque chose pour tout simplement écrire et expliquer ce qui se passe aujourd'hui, sans se limiter à ces 4 marques dont tout le monde parle, qui sont, soit dit en passant, fantastiques, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Petite parenthèse, tu sais que nous on est très intéressés sur le magazine à parler des montres de collection, des montres, pas que des montres de seconde main, des années 2003, ou 2004 ou 2005, mais vraiment des montres des années 80, des montres des années 60, 70. Est-ce que tu penses, est-ce que tu trouves par ton expérience que les femmes ont une certaine appétence à l'horlogerie de collection, à l'horlogerie vintage, du coup ce qui est différent de ce qu'on est en train de dire avec le marketing des marques, etc. Mais vu que c'est en train en ce moment, quand même, même depuis quelques années, d'exploser, est-ce que tu peux sentir ça ou pas du tout? Oui, un petit peu, mais sur des marques très particulières et sur des modèles très particuliers. Tu penses par exemple? Je pense par exemple à des vieilles Vacheron, à des vieilles Omega, je pense à des vieilles Piaget. Alors quand je dis vieilles, ça va être des manchettes, mais on revient beaucoup à ces modèles en or jaune, à ces cadrans de pierre dure, qui sont évidemment utilisés aujourd'hui dans des références modernes. Mais aujourd'hui, il y a une appétence pour ça. Les gens, les femmes, aussi bien les femmes que les hommes d'ailleurs, aiment et sont à la recherche de ce type de modèle. Donc même en particulier, on parlait de Piaget par exemple, la vraie montre bijou, même si juste, on disait il y a quelques minutes que évidemment la communication des marques qui parle tout le temps, qui est réverbative, qui parle tout le temps de montre bijou parce qu'ils veulent cibler des femmes, ça peut être un peu chiant. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a encore un intérêt quand même pour la vraie montre bijou, celle qui est où il y a un travail de l'or absolument splendide sur le bracelet? Oui, mais pas n'importe quel prix. Voilà. Après, on rentre dans une valeur monétaire pure et dure qui est que, évidemment, dans l'absolu, je rêverais d'avoir, même personnellement, d'avoir des pièces vintage canon, même si le vintage, comme tu sais, n'est pas mon fort. Je ne peux absolument pas me prétendre une experte du vintage ou de la seconde main. Après, dans l'absolu, je rêverais d'avoir une serpentine vintage, je rêverais d'avoir une pièce, je rêverais d'avoir une cadenas. Alors là, on parle vraiment de la montre bijou. Bien sûr. Une des montres que j'aime le plus, qui est chez Patek, qui est une Ellipse, qui est pour moi une des plus belles montres que Patek n'ait jamais faites. C'est des montres aujourd'hui que tu trouves, qui sont accessibles et qui pourtant sont siglées Patek Philippe. Et elles ne s'en tirent pas à des centaines de milliers d'euros. Donc je pense qu'il y a un vrai marché, mais encore une fois, c'est de l'éducation. Et c'est ce qu'on va faire bientôt, j'espère. Parce que justement, le nouveau projet dont on aimerait vous parler, c'est la création, après les rabilleurs, des rabilleuses. Et ça, c'est vraiment une étape, on y pense depuis quelques années déjà. Et quand je me suis vraiment mis enfin sur le sujet au bureau avec mon petit crayon et mon petit papier, je me suis dit qui pourrait le mieux incarner ça, et surtout en vidéo, parce que la vidéo fonctionne bien et que c'est un plaisir de parler en vidéo. J'ai évidemment pensé à toi, tout de suite. Merci beaucoup. On va le développer avec un certain regard, évidemment qui est ton regard, mais qui est aussi le nôtre, parce que ça va être diffusé évidemment sur le magazine et sur notre chaîne YouTube, et à travers différents formats. Donc c'est un peu la grosse nouveauté du jour. Qu'est-ce qu'on va faire en format exactement? Alors déjà, j'aimerais mettre un petit point sur ce que tu viens de dire, qui est quand on parle des rabilleuses, attention, l'idée n'est pas de s'adresser aux femmes d'un point de vue féminin que sur des pièces féminines, des pièces joaillères et des pièces pour femmes. L'idée, c'est d'amener d'un point de vue féminin et surtout de vous expliquer, vous les mecs, ce que nous on aime, parce que vous savez beaucoup de choses, mais vous ne savez pas tout. Ne pas comprendre. Et donc,
En effet, c'est d'aborder en fait l'horlogerie féminine, mais encore une fois, si je reprends l'exemple de la dernière Over6 de chez Vacheron, Panda, ce que j'appelle Panda avec son cadran, c'est pour moi une pièce qu'une femme pourrait porter. D'où l'intégration, d'où l'idée de l'intégrer dans une chronique d'horlogerie féminine dans les habilleurs. Complètement. Alors, je veux dire, le format qu'on va utiliser, on va utiliser a priori 3 formats différents. Le premier, ce sera vraiment de parler de manière générale de la philosophie de la montre féminine, et justement pas que féminine, mais vue par une femme. En abordant différents thèmes qui Exactement. peuvent être les mêmes thèmes que vous abordez, sur des thèmes classiques qui peuvent être le chrono, qui peuvent être la complication, qui peuvent être la montre sport, qui peut être la montre féminine, la montre de tous les jours. Vraiment sur des thématiques comme une espèce de guide shopping, de bon, ben voilà, vous arrivez à finalement incarner ou identifier votre femme, votre sœur, votre mère, votre maîtresse, votre fille sur... Il faut dire ce qui est. Hein. On connaît les ventes. Je vous connais, on vous connaît. Tout ça pour dire que oui, en effet, il se passe plein de choses et les goûts et les couleurs sont évidemment différents pour chacun. Et en fonction des appétences des uns et des autres sur des préférences de marque ou de modèle ou de diamètre, on pourra aborder énormément de sujets. Et j'espère vous faire découvrir plein de montres, pas forcément plein de marques, mais plein de montres dont vous ne connaissiez pas l'existence. Et ce sera le cas, j'en suis certain. Mais aussi, je pense qu'on pourra parler d'histoire, parce que l'histoire de l'horlogerie féminine, elle n'arrive pas en 2023. Il y a eu beaucoup de développements tout au long du XXe siècle qui ont été faits parfois même par des femmes. Je pense à Jacqueline Dimier, par exemple, chez Audemars Piguet, avec le développement des tailles féminines. Comme ça, je suis sûr qu'il y a plein de trucs très sympathiques à raconter aussi pour nos téléspectateurs. L'autre format, je pense, ce sera de tourner un peu toute cette explication sur l'horlogerie féminine et pas que, d'un point de vue plus lifestyle. Donc, je ne sais pas comment on pourra le présenter, mais j'imagine qu'est-ce qu'on offre après une engueulade, comment on se comporte après un week-end avec la belle-mère. Il faut bien faire un cadeau à sa copine. Je ne sais pas comment tu... Comme ça, c'est pas hyper bien passé. Je pense qu'on le mérite. Ah oui, vraiment? Vraiment. Ok, on en reparlera. Aucun problème. Donc voilà, de parler aussi de toutes ces fêtes un peu à la con, de type Saint-Valentin, etc. Ce ne sont pas des fêtes à la con. Mais c'est tous les jours, la Saint-Valentin. C'est pour ça que c'est des fêtes à la con, c'est des fêtes de consommation. Mais justement, on peut les tourner un peu en dérision pour expliquer, voilà, si on doit penser à des montres qu'on veut offrir à notre moitié, il faut des guides, parce que comme tu disais, on n'est pas forcément des stars à ce niveau-là. On ne sait pas par quoi partir, on ne sait pas si on doit offrir du vintage, pas du vintage, quel diamètre, quel cadran, etc. Et ça, c'est très compliqué, il faut le dire. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est très rare que vous nous offriez une montre comme ça juste parce qu'on a fait un sourire un matin. Donc il faut toujours que ce soit lié à quelque chose. Oh bah oui. Bah à ce moment-là, vous allez avoir des collections de fous furieux. Et nous, je pense qu'on ira à la rue après parce que ce sera que notre... Non, parce que vous travaillerez très dur pour nous offrir des pépites qui ne sont pas forcément hyper chères. C'est vrai. Et c'est là où on aura plein de thèmes à aborder sur ces nouveaux digital natives qui sont des marques folles dont personne ne connaît, ou en tout cas très peu. C'est vrai, c'est vrai. Et même moi, j'ai quelques lacunes et tu as beaucoup de choses à m'apprendre là-dessus. Et enfin, je pense qu'on parlera de manière plus classique des marques de montres et des icônes un peu féminines, des collections plus féminines chez les marques de montres. Donc, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose de ce point de vue-là. Non, je pense que tu as à peu près tout couvert. Maintenant, il va falloir qu'on vous laisse et qu'on commence à tourner. Parce qu'il y a beaucoup de substance. Je pense, il y a beaucoup de substance. En tout cas, ce sera un plaisir. On aura un rendez-vous comme ça, d'abord mensuel, et après, vu que ça va évidemment fonctionner, je pense qu'on se reverra plusieurs fois par mois. Et voilà, encore une fois, ça concerne à la fois évidemment les femmes, mais ça concerne aussi les hommes. C'est vraiment pour parler d'horlogerie, mais d'un point de vue différent, de ton point de vue, et chez nous. Donc ça nous fait encore une fois très chaud au cœur. Voilà, je voulais te le dire. Eh bien, j'en suis ravie. Voilà. C'est tout pour ce nouvel épisode vidéo Heads Up avec Eleonore Picciotto. J'espère que vous l'aurez apprécié. Dites-nous si vous ne l'avez pas apprécié, histoire qu'on ne perde pas de temps dans l'histoire. Voilà, de toute façon, ça va vous emmerder au plus haut point, et à ce moment-là, on ne le fera pas. Enfin, on le fera dans notre coin, mais vous ne serez pas concernés. Et on se retrouvera donc très prochainement pour le premier épisode de ce format Les Rabieuses, que vous pourrez évidemment retrouver aussi sur le magazine. Il ne va pas y avoir 2 magazines séparés, évidemment, ce n'est pas le but, c'est de l'intégrer très gentiment dans notre ligne éditoriale. Voilà, j'ai passé un bon moment, j'espère que toi aussi. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va, tu me tolères. Ouais, c'était cool. Cool. Voilà, on vous aime beaucoup et à très bientôt. Merci.